Est-ce que c'est moi? Ou est-ce le monde qui est de plus en plus fou? Je pense pas que je vais pouvoir m'allonger aujourd'hui. Tout ce que vous ressentez a sa place ici, je vous l'ai dit déjà souvent. Il y a toujours un moment où on passe un cap, où on s'autorise. Vous écoutez rien du tout. Je crois que vous m'avez jamais vraiment écouté. Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça se passe bien au travail. Avez-vous des idées noires en ce moment? Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. La série En thérapie d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache, le film Joker de Todd Phillips, le film de Snake Pit d'Anatole Litvak. Des scènes avec des troubles mentaux ou des psychothérapies, on en voit de plus en plus au cinéma. Une personne s'ouvre à son ou sa thérapeute qui écoute ses histoires, analyse ses peurs, répond à ses questionnements. Pourquoi ce succès des scènes psy sur nos écrans? Quelles conséquences d'un tel emballement? Et comment l'inconscient est-il représenté? Vous écoutez l'Uniscope, qui se glisse aujourd'hui derrière votre écran pour entrevoir les coulisses des psychothérapies au cinéma. Alors pourquoi aime-t-on regarder ces scènes depuis nos canapés? C'est Mireille Berton, chercheuse à la section d'histoire et esthétique du cinéma à l'Université de Lausanne, qui peut répondre à cette question. Elle vient de publier un chapitre dans le livre « Site du film, le cinéma et ses parages », dirigé par Jean-Michel Durafour. Elle y a analysé la psychanalyse au cinéma. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. D'une part, ce sont des séries ou des films qui nourrissent le fantasme d'accéder à un espace habituellement clos. D'une certaine manière, ils viennent nourrir une forme de voyeurisme ou de curiosité pour ce qui peut se passer à l'intérieur d'un cabinet de psychothérapeute. Et puis ensuite, il y a des éléments peut-être plus contextuels qui sont liés, si on prend l'exemple d'En thérapie, la série d'Arte, qui est la déclinaison française de cette franchise israélienne, Betty Pool. Ça vient aussi, à mon avis, du contexte dans lequel on vit, puisque la série est sortie au moment de la pandémie. Et elle met en scène un psychanalyste dans le contexte de l'après-attentat du Bataclan. Et donc, c'est une série qui vient quand même aussi questionner le sens de l'existence, qui vient comme ça s'intéresser aux méandres de la psyché humaine à un moment justement où on a été encouragé, en tout cas, à s'interroger sur soi-même. Et puis aujourd'hui, on continue à vivre dans un climat assez tendu, je dirais, où ce type de série vient aussi servir de miroir d'une certaine manière, pour nous encourager aussi à nous interroger sur nous-mêmes, sur nos désirs, sur nos regrets, sur ce qu'on pourrait améliorer dans nos existences. Dans son travail, elle s'est intéressée à 2 cas. Le premier est le film A Dangerous Method par David Cronenberg. Il met en scène le psychanalyste Carl Jung et sa patiente Sabrina Spielrein, qui vient en consultation en Suisse pour faire soigner son hystérie. I'm not mad, you know. Let me explain what I have in mind. I propose that we meet here, most days, to talk for an hour or two. Talk? Yes, just talk. See if we can identify what's troubling you. So as to distract you as little as possible, I'm going to sit there, behind you. I'm going to ask you to try not to turn around and look at me under any circumstances. La chercheuse a comparé ce film avec la série In Treatment de Rodrigo Garcia, l'équivalent américain de En thérapie d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache sur Arte. Dans ces 2 séries, chaque épisode est une séance de psychothérapie dont on retrouve les patients et patientes chaque semaine.
On ne sort jamais du cabinet, on apprend à connaître les personnages au travers de leur thérapie. Je préférerais qu'on continue en face à face. J'ai froid, j'arrive pas à me réchauffer. Si vous me disiez en face à face, comme vous dites, ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais ce qui s'est passé la nuit dernière n'a rien à voir avec les attentats. J'ai bousillé ma vie. Si on compare Dangerous Method et En thérapie, effectivement, ces séries mettent en scène 2 dispositifs différents de psychothérapie. Le dispositif du divan pour Dangerous Method et le dispositif du face-à-face pour In Treatment. Alors, pour Dangerous Method, l'idée, c'est de rappeler les origines historiques de la psychanalyse, de la pratique analytique qui est fondée sur un dispositif où le thérapeute et l'analysant ne se regardent pas pour favoriser le processus d'association d'idées, pour permettre à l'inconscient de se déployer, disons, sans qu'il y ait de biais. Et puis le dispositif du face-à-face est un dispositif plus égalitaire, fondé sur le regard mutuel du thérapeute et du patient, qui se regardent donc, et qui renvoie, ce dispositif renvoie aussi au processus d'américanisation de la psychanalyse, qui cherche justement la réciprocité du regard, un idéal de transparence et d'égalitarisme. Ces 2 films et séries ont une manière de filmer qui leur est propre. Dans En thérapie, par exemple, la caméra s'approche autant du psychothérapeute que des patients. Cette série a tendance à souligner l'égalité entre les personnages, en utilisant, par exemple, le champ contre champ, mais aussi en filmant les 2 personnages au sein d'un même plan. On les voit, par exemple, face à face. On souligne, à travers ce mode de filmage, leur égalité, presque aussi, à certains moments donnés, leur possible substitution, quand les patients commencent à poser des questions aux psychothérapeutes, ce qui montre aussi les limites de son pouvoir et de son savoir. Et à certains moments donnés, la caméra peut se rapprocher aussi de ces personnages, mais elle le fait toujours de la même manière, si vous voulez, pour l'un et pour l'autre. Il n'y en a pas un qui va dominer l'autre, au sens où, par exemple, on utiliserait des plans inclinés, des plongées ou des contre-plongées qui montrent que l'un est dominé par l'autre. Il y a toujours une forme de symétrie, y compris dans la composition des plans. Dans le film A Dangerous Methods, par contre, le rapport n'est pas le même. Et la position de la caméra non plus. Oui, la manière de filmer est un peu différente, puisque le setting, c'est le setting du divan, qui n'est pas tout à fait un divan ici, c'est une chaise, puisque Jung, à cette époque, quand il adopte le dispositif freudien, n'a pas encore de divan, donc ils sont assis sur des chaises. Donc lui est assis derrière Sabina Spielrein. Et Cronenberg a choisi de filmer ces scènes de thérapie en utilisant un objectif qui permet de faire le point sur les 2 personnages. Tout est net, si vous voulez, tout le champ est net, et donc on voit très bien à la fois les réactions de l'un et de l'autre. Donc on pourrait se dire a priori qu'il y a aussi une forme d'égalité entre les 2, sauf que comme la caméra est placée du côté de Spielrein pour montrer son visage, le point de vue qui est privilégié, c'est celui du spectateur. Le gros plan, le champ contre champ, la plongée ou la contre-plongée dessinent le regard qu'il y a entre le psy d'un côté et le patient de l'autre. Ce choix peut représenter l'autorité, l'amitié ou encore la complicité. Un regard du ou de la psy sur les patients et celui des patients sur le ou la psy. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un 3e regard. Discret, timide, il s'immisce pourtant dans l'intimité de la psychothérapie. Il ne manque pas un mot, pas un rire, pas une larme. Ce 3e regard, c'est vous, spectateur ou spectatrice. Un regard autant curieux qu'omniscient. Effectivement, quand on pense à la cure, c'est 2 regards. C'est le regard du patient, le regard du thérapeute. Qu'est-ce qui se passe quand on filme ce type de configuration ?
Qu'est-ce qui se passe quand on introduit ce troisième regard, qui est le regard de la caméra, et donc le regard aussi des spectateurs et des spectatrices. Et ce qu'on remarque, c'est que même s'ils se situent dans des époques différentes et ils traitent de questions différentes, le film et la série finissent en fait par stimuler le regard du spectateur. La caméra, d'une certaine manière, vient nourrir une soif de connaissance, mais aussi un fantasme de contrôle ou d'omniscience, voilà, d'accès à ce qui échappe habituellement, y compris ce qui peut échapper aux psychanalystes qui ne verraient pas certains éléments. Et la caméra, donc, a des super-pouvoirs, d'une certaine manière, hein, parce qu'on offre la possibilité de voir, d'une certaine manière, l'invisible. L'invisible. L'invisible qui devient visible face à soi en 4K sur un écran. Apparaissent les craintes, les questionnements, les émotions, les troubles mentaux, l'inconscient. Cet invisible devient visible au travers des choix de la réalisatrice ou du réalisateur. Un défaut de prononciation, une larme qui tombe au bon moment, des cris. Mais parfois, les scènes deviennent des stéréotypes de la folie. Le cinéma, les séries télévisées sont fascinées par la figure du fou ou de la folle, qui est une figure, à la fois une figure de l'altérité, mais une figure aussi qui visuellement est intéressante à traiter d'un point de vue plastique au cinéma, puisque la folie est à la fois visuelle et différentielle. Ça veut dire que la folie a un visage, elle a un corps qu'on peut facilement identifier, et de ce point de vue, elle est aussi discriminante. Elle met en scène des motifs de l'altérité, marqueurs de différenciation. Donc la folie est emblématique, en tout cas une figure emblématique de l'altérité. Et puis la visualité et l'altérité, alors quand on réfléchit du point de vue du cinéma, se prêtent particulièrement bien à la mise en scène, à la mise en forme. Ça peut donner lieu à des scènes un peu grandiloquentes ou spectaculaires. On pense au vol au-dessus d'un nid de coucou, par exemple. Elle est aussi mystérieuse et énigmatique. Elle encourage à trouver des solutions plastiques et narratives pour rendre compte de l'intériorité psychique, parce que c'est un défi aussi pour les cinéastes de représenter la folie. De se dire, oui, on peut représenter le fou, c'est vrai, peut-être, parce qu'il a des crises, mais comment est-ce qu'on représente les hallucinations auditives ou visuelles? Comment représenter la folie si elle n'a pas de répercussions directement somatiques? C'est une vraie question. Donc, comment signifier le délire? La psychiatrie, la folie sont régulièrement représentées dans certains genres aussi. Le thriller psychologique, le film d'horreur, le film noir d'une certaine manière aussi, ou les films de série B. Et dans ces films-là, la folie, la psychiatrie sont toujours représentées de manière très sombre. L'hôpital psychiatrique est un lieu quasi carcéral qui aliène les patients. Enfin, c'est un lieu qui ressemble en fait à une prison. Une prison, comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman. En tout cas, moi, j'irai en ville et je me taperai la Coupe du Monde. Il y a d'autres amateurs? Oui, moi. Je veux aller avec toi. Chess, parfait. Quelqu'un d'autre? Ou dans un bar, on verra. Mac, écoute, tu peux pas sortir. La représentation des troubles mentaux n'est pas la seule à devenir stéréotypique. Car le psy est bien souvent un homme bourgeois, blanc, d'une 50aine d'années, avec une barbe et des petites lunettes, comme dans la série En thérapie. Me dites pas que vous êtes le genre de psy qui hoche la tête en faisant des... Selon une étude publiée en 2005, dans 71% des films américains, le psy est un homme et âgé d'une 50aine d'années dans plus de la moitié des cas. De manière très générale, les stéréotypes sont utiles d'un point de vue dramaturgique. On peut communiquer rapidement beaucoup d'informations. Et l'exemple du psychanalyste à barbichette est très éloquent de ce point de vue-là, puisqu'il renvoie aux origines européennes de la psychanalyse. C'est l'avatar de Freud qu'on retrouve dans de nombreux films. Cécile Meyer, elle, n'est pas un homme de 50 ans avec une barbe et des petites lunettes.
Et pourtant, elle est bien psychothérapeute. Elle travaille en tant que psychologue et sexologue en cabinet privé et en consultation en Suisse. En fait, je représente plutôt la psychologue d'aujourd'hui. Contrairement aux stéréotypes, effectivement, communément admis que le thérapeute a une veste en velours côtelé avec des patchs sur les coudes et des lunettes et une moustache, la grande majorité des psychologues, en fait, sont des femmes. Mais c'est vrai qu'on est souvent surpris parce qu'il y a encore ce stéréotype très, très ancré qui ressemble, en fait, à Freud, quoi. Un élément très important pour le bon fonctionnement d'une psychothérapie est l'alliance thérapeutique, ou la collaboration mutuelle qu'il y a entre le ou la thérapeute et le ou la patiente. Il y a un lien affectif qui les relie, guidé par des objectifs communs. Comme ici, par exemple, dans la série Normal People, par Lenny Abramson et Etty McDonald. La psychothérapeute va guider son patient avec des questions pour comprendre ce qui lui fait du mal et pour se diriger ensemble vers leur objectif. Do you think that's a new problem? Or is it familiar to you? Familiar. Mais est-ce que l'image des psys dans les films, qui sont, comme on l'a vu, souvent stéréotypées, pourrait agir sur la représentation que l'on se fait des thérapeutes, qui, à son tour, pourrait influencer l'alliance thérapeutique? Oui, je pense que l'image qu'on peut se faire d'un thérapeute via un film ou une série influence l'alliance thérapeutique. Si, dès le départ, le patient ou la patiente ne s'attendait pas à voir tel ou tel type de thérapeute ou est déçu, ça va d'office fragiliser en fait une alliance qui n'est même pas encore installée. C'est-à-dire que ça va peut-être altérer la confiance qui est nécessaire pour que cette alliance puisse se construire. Et donc, il va y avoir des efforts déployés déjà pour réparer cette réticence avant même que l'alliance puisse être créée. Et donc, je pense que ça ajoute en fait des efforts à déployer pour que l'alliance soit solide. D'ailleurs, la psychologue en a elle-même fait les frais. J'avais reçu un couple une fois, j'avais été recommandée auprès de ce couple par une collègue, donc ils ne savaient pas à quoi je ressemblais, ils n'avaient aucune information sur moi, ils ne s'étaient pas renseignés en amont, j'avais peut-être même pas de site à ce moment-là. Et ils sont arrivés et j'ai tout de suite vu que madame était pas emballée par ce qu'elle voyait. Et rapidement, voilà, moi je me présente en début de suivi, aussi peut-être pour les rassurer, entre guillemets, hein. Ça l'a pas convaincue et elle m'a quand même demandé voilà, quel âge j'avais et puis si je savais vraiment ce que je faisais. Et j'ai senti que tout l'entretien, je ne l'ai pas convaincue à 100% et puis ils ne sont jamais revenus. Mais ne pas correspondre à l'image du vieux psy avec des petites lunettes peut aussi parfois être bénéfique. Absolument. Je vois des ados ou des jeunes adultes. Ça, je pense que ça a pu être bénéfique que j'ai l'air jeune, parce qu'en plus, je fais plus jeune que mon âge, clairement. Ça a pu créer une bonne alliance, justement parce que je ne représentais pas cette figure parentale qui souvent était problématique pour ces jeunes ou pour ces ados. Et donc, ils s'affiliaient à moi finalement comme une paire, plutôt que comme quelqu'un qui a voilà, l'âge de leurs parents. Et puis, ça aurait pu créer un blocage supplémentaire. Donc là, oui, ça a été très bénéfique. Avant d'être thérapeute, Cécile Meyer a analysé des scènes de thérapie au cinéma dans un travail de master effectué à l'Université de Lausanne. Elle s'était concentrée sur les thrillers et sur les comédies. Elle a remarqué que l'image du thérapeute dépendait beaucoup du genre du film, car un thriller tente avant tout de créer du suspense et une comédie des rires. Donc ce que j'ai pu observer en comparant les deux, dans les comédies, déjà, la figure du thérapeute est très stéréotypée pour amener justement un côté comique, un côté presque grotesque au personnage. Donc là, on a vraiment ce côté homme d'âge moyen à barbe et à veston, qui est poussé à l'extrême, aussi d'un point de vue psychanalytique, freudien, etc., où il y a pas mal de petits clins d'œil à ça. Par exemple, un thérapeute qui dit qu'il a un masturbatorium dans lequel il peut se lâcher, se vider pour faire le vide après ses grosses journées. Donc voilà, il y a quelque chose aussi en lien avec la sexualité qu'on relie à la psychanalyse assez communément. Donc là, il y a beaucoup de stéréotypes dans l'image du thérapeute. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de ruptures. La rupture, c'est lorsque la collaboration thérapeute-patient ou l'alliance thérapeutique se brise. Par exemple, si le patient se replie sur lui-même en cessant de communiquer,
ou alors s'il entre en confrontation avec son ou sa thérapeute. Et des ruptures, il y en a souvent dans les comédies. Des petites ruptures sont normales, et même saines dans une thérapie. Mais l'omniprésence de grandes ruptures dans les films, ça c'est plutôt disproportionné. Dans les thrillers, c'est un autre type de stéréotype qu'on peut voir. Dans les thrillers, le thérapeute est beaucoup moins stéréotypé. Il peut être homme ou femme d'ailleurs. Par contre, il y a un stéréotype de genre qui n'est pas le genre cinématographique, mais le genre, dans le sens gender. Donc il y a un stéréotype de genre, c'est-à-dire que les femmes thérapeutes sont en fait stéréotypées comme la proie. Voilà, donc la proie sexuelle. Donc il y a quelque chose en fait de l'ordre de la séduction entre le patient et la thérapeute. Donc, c'est un autre stéréotype, en fait, dans les thrillers, ce que j'ai trouvé intéressant. Et là, par contre, l'alliance est beaucoup plus continue. Il y a quelque chose qui évolue beaucoup plus linéairement dans le temps, avec beaucoup moins de petites ruptures. Mais par contre, il y a un retour à 180 degrés à la fin, où en fait, on se rend compte que le thérapeute n'est pas en fait le thérapeute, mais le patient. En fait, c'était un rêve. En fait, c'est plusieurs patients parce qu'il y a un trouble dissociatif de l'identité. Enfin, il y a une chute à laquelle on ne s'attendait pas, et donc ça vient remettre en question tout ce qu'on s'était représenté de cette alliance ou de cette thérapie à la base. Donc une image en fait beaucoup moins claire de ce qu'est une thérapie dans les thrillers. Regarder des films qui contiennent des scènes de psychothérapie peut donc avoir des effets très divers. Les thérapeutes peuvent se retrouver enfermés dans une image qui n'est pas la leur, des échanges peuvent être tirés par les cheveux, il y a parfois trop de ruptures thérapeutiques. Mais il y a aussi l'opportunité de découvrir la diversité de la psychologie humaine. Alors, en moyenne, bonne ou mauvaise idée, les scènes de psychothérapie au cinéma ? Je pense que c'est une bonne idée. Surtout comme de la manière dont c'est exploité actuellement. Il y a peut-être un manque encore de diversité sur la manière dont on fait une thérapie, parce qu'il y a plein d'autres façons de le faire. Mais je pense que oui, ça sensibilise les gens à la santé mentale. Et puis, si on n'est pas trop dans le cliché, je pense que ça peut être déculpabilisant pour certaines personnes qui n'oseraient pas aller demander de l'aide, de voir que, s'ils s'identifient à un personnage, de voir que ce personnage va mieux suite à une thérapie. Le cinéma peut influencer nos comportements, comme celui d'oser aller consulter, qui reste encore tabou aujourd'hui. La société change grâce au 7e art. À l'inverse, le cinéma change aussi grâce à la société. On retrouve Mireille Berton, chercheuse à la section d'histoire et esthétique du cinéma à l'Université de Lausanne. Cette relation entre le cinéma et la société est réciproque. Donc le cinéma est un lieu qui permet d'étudier des imaginaires, mais qui façonne aussi en retour cet imaginaire. Donc que ce soit la folie, la psychiatrie, n'importe quel sujet, c'est une relation qui est réciproque. D'où la nécessité aussi d'étudier le contexte historique, social dans lequel s'inscrit un film. Et à l'inverse, de se demander ce que le cinéma peut aussi provoquer dans la société. Alors, cet effet-là est plus difficile à mesurer parce que tous les films n'ont pas eu un impact. Mais certains qui ont marqué leur époque et ont contribué, par exemple, à modifier certaines lois. The Snake Pit, je pense notamment à un film d'Anatole Litvak. It was strange. Here I was among all those people, and at the same time, I felt as if I were looking at them from someplace far away. The whole place seemed to me like a deep hole, and the people down in it like strange animals, like snakes, and I'd been thrown into it. Thrown into the Snake Pit. Ce film, sorti en 1948, a amené plusieurs États des États-Unis à réformer leurs hôpitaux psychiatriques pour amener de meilleures conditions aux patients et patientes, car de nombreuses personnes étaient choquées en les découvrant dans le film. Au fil des années, les représentations des thérapies, des thérapeutes et des troubles mentaux ont beaucoup évolué, reflet d'un rapport changeant entre l'humain et la société. À leur tour, ces représentations ont influencé la manière de percevoir l'humain dans une danse interdépendante constante et continue entre cinéma et thérapie depuis leurs plus jeunes années.
cinéma, comme la psychanalyse, est un outil herméneutique, un lieu de savoir, un lieu d'apprentissage où l'on peut apprendre des choses sur soi-même, sur les autres, sur le cinéma, sur la psychanalyse. Le cinéma est donc un lieu de connaissance de soi, en fait, de connaissance à travers la représentation, y compris la représentation de la psychanalyse. La représentation d'émotions, de l'inconscient, la recherche en soi, la découverte de l'autre. Autant d'éléments qui se retrouvent autant face à un écran que face à un ou une thérapeute. Oui, on pourrait presque dire que c'est une sorte de mise en abîme, que la thérapie est une sorte de dispositif cinématographique, puisqu'on projette aussi des choses durant la conversation avec un patient. On a aussi des images mentales, il y a peut-être un écran comme ça, invisible, sur lequel on va projeter des images. En tout cas, c'était un peu l'objectif de Freud aussi, avec son divan. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le thérapeute, mais on regarde par exemple le plafond ou un mur, et le patient est encouragé à projeter sur cette surface blanche les images de son inconscient. Donc c'est là que vous me dites que la séance est terminée, c'est ça? Vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope, le podcast du campus de l'Université de Lausanne, produit et réalisé par Marion Devevey. Merci à Mireille Berton, chercheuse à la section d'Histoire et Esthétique du cinéma, et à Cécile Meyer, psychologue et sexologue, d'avoir répondu à mes questions dans cette plongée psychologique dans le 7e art. Effectivement, on en reparle la semaine prochaine.